y a tout juste 40 ans, le 30 septembre 1985, disparaissait Simone Signoret. Ce mercredi sort le film de Diane Curis sur le couple Signoret-Montand, intitulé « Moi qui t'aimais ». Et puis aussi vient d'être publié un nouveau très beau livre de Nicolas Destiendorf, Simone Signoret, Histoire d'un amour. Et je reçois bien évidemment son auteur, monsieur. Merci d'être sur TVL pour ce nouvel ouvrage concernant, je l'ai dit, Simone Signoret. Alors, les téléspectateurs de TV Liberté, vous avez quitté sur l'évocation d'Arletty, un cœur libre, et on vous retrouve avec un portrait de Simone Signoret. Vous êtes toujours dans le projet d'une série de biographies de ce que vous appelez donc les grandes emmerdeuses. Absolument. J'avais commencé par Marthe Richard, ensuite Arletty, ensuite Simone Signoret. Donc ce sont des femmes de caractère, de poigne, des femmes en fait assez masculines d'un certain point de vue, et dont la destinée traverse aussi l'histoire, la grande histoire et la petite histoire, et qui sont très amusantes à mettre en scène, à incarner. Et mon principe, c'est de me mettre dans leur peau et de l'écrire au jeu, à la première personne. Mais dans le choix de pour Arletty ou Simone Signoret, qu'est-ce qui vous retenez le plus? C'est-à-dire le caractère de la personne, sa dimension humaine, sa dimension professionnelle, ou c'est un ensemble, un tout? C'est un ensemble, c'est des gens qui ont du relief, c'est des gens qui restent dans nos mémoires. Malgré tout, on sait encore, on savait un peu qui était Arletty, on sait encore qui est Simone Signoret, aussi grâce à Yves Montand. Et puis, il y avait aussi l'opportunité ou l'opportunisme, si je puis dire, d'un anniversaire, les 40 ans de sa mort. Je me souviens très bien du jour où je l'ai appris. Voilà. Et puis c'est une figure qui est passionnante à réincarner, à mettre en scène. Elle reste dans les mémoires. Il y a des films, il y a des prises de position, il y a des livres, il y a des films. Il y a beaucoup d'exaspération aussi. Je sais qu'elle ne plaisait pas à tout le monde. C'est ça qui est amusant. Elle était beaucoup plus polémique d'un certain point de vue que Marthe Richard et même qu'Arletty. Simone Signoret, vous avez fait le choix, vous l'avez dit à l'instant, non pas de faire une biographie classique, c'était pourtant ce que vous aviez indiqué au début, vous avez pris le style d'un journal intime romancé, vous l'aviez fait pour Arletty, est-ce que c'est parce que c'est un travail finalement plus proche de votre passion, j'allais dire de votre métier de romancier? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait j'avais fait au départ une version beaucoup plus longue qui partait de sa naissance à sa mort, à la troisième personne, de façon beaucoup plus classique, et un livre qui faisait presque 3 fois cette taille-là. Et quand j'ai eu fini, je me suis rendu compte que ça avait pas de relief, ça avait pas de sel, c'était plat, c'était gris. Et je me suis dit, mais il y a un problème. J'en ai parlé avec mon éditrice chez Calman Levy, qui m'a dit, mais parce que c'est pas incarné. Et en fait, Simone Signoret a écrit ses mémoires en 76, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, qui est vraiment un très bon bouquin, parce que Signoret, en fait, s'est révélé être vraiment un bon écrivain. C'est un livre passionnant. Très gros succès. Voilà, 600 000 exemplaires vendus au Seuil en 76. Et donc, je n'osais pas le faire au jeu parce qu'elle l'a fait avec beaucoup de talent, ce qui n'était pas le cas d'Arletty ou de Marthe Richard. Et en fait, je me suis désinhibé, je me suis dit, allez, vas-y, fais ce que tu sais faire. Et j'ai osé me mettre dans sa peau, j'ai osé refaire les mémoires de Simone Signoret à la première personne. Et en fait, ça s'est fait très simplement, mais j'ai eu 2 mois pour tout réécrire. Et j'ai décidé aussi de refermer le curseur et de me concentrer sur l'époque clé, un peu entre la rencontre avec Yves Montand et la mort de Marilyn Monroe, c'est-à-dire une petite quinzaine d'années qui englobe toutes les années 50, c'est-à-dire des années complexes politiquement, intellectuellement, artistiquement, que les Montand traversent dans des convulsions assez paradoxales. Et donc, pour un romancier, vous l'avez dit, c'était passionnant à écrire. Alors, dans ce Signoret, Histoire d'un amour, eh bien, vous lui donnez donc à Simone la parole pour raconter sa passion avec Yves Montand, un couple de légendes qui incarne à vos yeux la jeunesse de l'après-guerre et aussi les nouvelles conventions. Absolument. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des gens dont la carrière a éclos pendant l'occupation. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, qui ont été des gens très très engagés après la guerre, ni l'un ni l'autre n'ont été résistants, ne se sont vraiment impliqués dans la politique de leur époque. En fait, Montand et Signoret, ça a été un tremplin pour leur carrière. Montand est devenu un chanteur pendant l'occupation et Signoret a commencé à faire du cinéma. Et en fait, ils deviennent vraiment des vedettes à la fin des années 40 et ils se rencontrent de façon assez romanesque, je le raconte, à la Colomdan en 49 et ils vont, disons, naître leur couple va naître quasiment en direct à la télévision, à la radio, dans les actualités du cinéma et dans la presse people, ce qu'on ne dit pas encore ce mot-là. C'est-à-dire qu'en fait, leur couple va naître au moment de l'essor de tous ces médias, et ce qui fait qu'ils vont devenir le couple iconique, mot que je n'aime pas, mais enfin c'est assez efficace, iconique des années 50. C'est notre petite famille royale. Dès qu'il se passe quelque chose, les Signoret sont là. Dès qu'ils achètent un appartement, la télévision est là et ils nous montrent où ils vivent,
leur maison à Auteuil, les tours de chant de l'un, les prises de position de l'autre. Ils sont là tout le temps. Ils sont Des nouvelles omniprésents. conventions, c'est-à-dire véritablement une modernisation de l'image du couple. Absolument, c'est-à-dire plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui que des grands acteurs un peu intouchables et invisibles. Ah ben oui, on est loin des acteurs d'avant-guerre, on est loin de Viviane Romance, on est loin d'Arletty, on est loin de toute cette génération-là, même de Gabin. C'est-à-dire que tout à coup, ce sont nos cousins. Mais en même temps, c'était des gens qui étaient aussi assez distants, qui avaient une cour d'admirateurs. C'est-à-dire qu'ils jouent avec les médias, ils jouent avec la proximité. C'est-à-dire que tout à coup, c'est à la fois des comédiens et c'est des copains. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui on a envie de... Enfin, en théorie, on a envie de boire un coup et de manger un sandwich au pâté, parce que c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais tout ça est très, 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 très calculé. Et un jour, le boomerang va leur revenir au visage quand il va y avoir l'histoire avec Marilyn Monroe quelques années plus tard. On va y revenir, bien évidemment. La première ligne du livre, on va commencer par le commencement. J'ai toujours associé l'amour à la lumière. C'est donc Simone Signoret qui dit cela, la lumière. Alors, c'est tout d'abord cette rencontre Signoret-Montand. On est, vous l'avez dit, en août 49. Et vous parlez, vous, d'un instant absolu, définitif. En fait, c'est vraiment le coup de foudre. Et ce livre, le sous-titre aurait pu être « Vie et mort d'un coup de foudre », parce que le coup de foudre commence en août 49, lorsque Simone Signoret se repose à la Colombe d'Or, le fameux hôtel de Saint-Paul-de-Vence, et il se trouve que Montand est en train de faire un tour de chant à Nice, et il était venu passer la journée juste pour se reposer, et ces deux êtres se voient, et vraiment, c'est comme dans les films, il y a le tonnerre, il y a les éclairs, et ça leur tombe dessus, et c'est le coup de foudre absolu. Elle est prête à tout quitter, c'est-à-dire qu'elle va littéralement quitter son mari Yves Allégret, avec qui elle a la petite Catherine, et lui va, disons, renoncer à sa vie de patachon parce qu'il était très, 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 très coureur, et ça va être une histoire d'amour flamboyante qui va les porter pendant quelques années. Bon, lui va assez rapidement reprendre ses habitudes, et elle va vivre avoir son rôle de femme trompée et complaisante, mais il y a une fusion des corps. Elle est réelle, cette fusion, elle est réelle. Elle est réelle. C'est pas encore un jeu d'acteur. Non, c'est pas un jeu d'acteur. D'ailleurs, elle-même pense au départ à renoncer à sa carrière de comédienne pour juste être une femme de chanteur, le suivre aussi pour le surveiller, mais elle est totalement éperdue d'amour, de passion, d'admiration. Elle a un profond besoin d'admirer. Et lui-même aussi admire beaucoup Signoret. C'est pour ça qu'il lui dit non, tu vas retourner au cinéma, tu vas retourner sur les plateaux. Il est hors de question que tu renonces à ta carrière pour moi. Et donc heureusement, il va la repousser pour qu'elle retourne à tourner Casque d'Or et quelques chefs-d'œuvre comme ça. Mais elle était prête à faire une croix sur sa propre carrière pour lui. C'est vraiment ça, la notion de lumière, c'est encore cette relation vraiment que vous évoquez au sein du couple. La question Montand te rend heureuse au moins, elle répond, c'est même plus qu'une question de bonheur. Sans lui, j'ai l'impression de ne plus exister. On n'est plus sur une histoire d'amour, on est quasiment sur une histoire d'une passion. Les grandes histoires d'amour sont quand même des histoires de passion, en tout cas au début, et c'est une passion dévorante, fulgurante, qui les épuise. C'est-à-dire qu'ils sont perpétuellement dans une course à s'observer, à se jalouser, à se chamailler, mais la passion, c'est ça aussi. C'est quelque chose à la fois d'incroyablement édificateur et aussi destructeur. Alors, cette histoire d'amour, vous avez volontairement, vous me l'avez dit aussi, décidé de la stopper au début des années 60, quand Montand trompe Signoret avec, cette fois-ci, un mythe vivant, Marilyn Monroe. Monroe n'était pas la première incartade de Montand, le plus grand cavalier de Paris, c'est ce que vous écrivez. C'est ce que j'ai écrit, et c'est ce qui se dit, et c'est ce qui se lit dans toutes ses biographies. Un personnage volage, violent, égoïste, brutal, un mauvais type. Un mauvais type, c'est un drôle de type, un drôle de mec, une forme de génie de la chanson, c'est un génie scénique. Apparemment, tous les gens qui l'ont vu, surtout dans ces années-là, disant que c'était une nature extraordinaire. Il fascinait les foules. Quand il faisait des tours de chant au Théâtre de l'Étoile, il jouait 6 mois à guichet fermé, tous les soirs devant 2000 personnes. Et il préparait ça comme un sportif de haut niveau. Il parlait plus à personne pendant 2 heures avant, il faisait de la culture physique. C'était comme s'il préparait chaque jour les Jeux Olympiques. Et elle, ça la fascinait. Mais avec ça, oui, un égoïsme pyramidal, un narcissisme effrayant, et parfois, disons, une intelligence qui n'était pas à la hauteur de ses exigences physiques. Donc parfois, il manquait de jugeote. Et Simone Signoret était un peu a toujours été sa boussole, sa colonne vertébrale, intellectuelle. Et à la fin, c'était un peu comme sa maman. Est-ce que c'est pas pratique de terminer sur ces années 60, est-ce que ça évite pas un peu d'évoquer les parts d'ombre? Parce que, exemple,
vous donnez vie à la fille de Simone Signoret, oui. Catherine Allégret, oui. Parce qu'elle est la fille de Yves Allégret et Simone Signoret. Et sa rencontre avec Montand, mais Catherine a été adoptée par Yves Montand, hein, mais elle affirme, Catherine Allégret, en 2004, qu'elle a été violée par son beau-père. Elle dit « J'étais toujours sur mes gardes, j'avais peur de me retrouver seule avec lui ». Alors, quel crédit donnez-vous à ces déclarations qui font passer Montand, non pas d'un mauvais type, mais un sale type? Un prédateur. Alors écoutez, là pour le coup, je n'ai pas rencontré Catherine Allégret et effectivement, je me suis cantonné à la période, disons, la plus faste du couple, parce que aussi j'avais pas plus non plus envie de charrier trop de choses un peu crapoteuses, un peu négatives. Il y en avait beaucoup. Il y en a eu avant, il y en a eu pendant la guerre, il y en a eu après, il y en a eu dans les années 60-70. Et même après sa mort. Après sa mort, voilà. Et puis toutes les histoires des enfants illégitimes et tout ça. Je voulais que ça garde un côté, en fait, peut-être un peu romantique, peut-être un peu rose. Je pense même que j'ai adouci le trait. Alors généralement, j'ai tendance à forcer le trait. Étant donné que je me suis mis dans la peau de Signoret, je ne pouvais pas être totalement avec quelqu'un avec qui ce soit désagréable de passer mes matinées pendant un certain nombre de mois. Donc je plaide presque coupable d'avoir positivé le personnage, comment dirait maintenant. Nicolas Sissendorf, moi je vous invite à plaider effectivement coupable, parce que dans le livre, je vous trouve vraiment très indulgent sur l'engagement politique, par exemple, du couple communiste vite dédouané, parce que, alors c'est au détour d'une phrase, ils n'ont jamais pris leur carte du Parti communiste. Mais à peine évoquez-vous le fait que, vous dites, ce sont des marxistes de salon qui sont généreux. Oui, mais enfin, vous oubliez, même si vous le racontez, qu'ils sont en 1957 en URSS, et font une tournée dans un régime qui est toujours stalinien, à peine une année après l'entrée meurtrière des troupes soviétiques à Budapest. Mais même quelques mois plus tard. Mais d'ailleurs, ils ont hésité. En fait, la tournée était prévue depuis très longtemps. Et pour des raisons de planning, ça a été repoussé. Et ils s'apprêtent à partir et clac, effectivement, il y a les chars russes qui rentrent en Budapest. Alors, et là, ça devient même une espèce de duel parisien dans la presse. D'un côté le Figaro, de l'autre côté l'Humanité. Tout le monde se renvoie la balle. Doivent-ils partir, ne pas partir? Simone Signoret demande des conseils à son ami Louis Aragon, qui lui dit oui, vous devriez le faire, et en même temps dans les salons il dit non, c'est une mauvaise idée qu'ils partent. Finalement ils partent, et il y a quand même cette désillusion où il y a un petit côté Tintin au pays des soviets quand tout à coup ils se retrouvent là-bas, où ils découvrent Ce sont des pages remarquables d'ailleurs. Voilà, ils découvrent la réalité de ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer, parce que personne n'allait là-bas, surtout pas des artistes. Et il y a ce dîner incroyable à la suite d'un concert auquel on ne les a pas préparés, où on leur dit vous avez rendez-vous dans une pièce, et ils rentrent, ils se retrouvent avec Khrouchtchev et tout le présidium, c'est-à-dire toutes les têtes pensantes de l'URSS, avec qui ils vont passer la nuit à boire de la vodka et à manger des blinis. Et d'ailleurs, Simone Signoret, ayant un peu bu, commence à poser des questions sur ce qui s'est passé à Budapest, et les autres répondent de façon extrêmement bonhomme, avec une malheureuse interprète qui est plaquée au fond de la pièce et qui est obligée de tout traduire, effrayée, en disant qu'elle va peut-être être déportée au goulag le lendemain parce qu'elle ne sait pas comment ça va se passer. Mais ils étaient pas communistes, mais ils étaient compagnons de route, comme ils disaient. D'ailleurs, elle le disait de façon assez commode. Elle disait c'est comme être fiancé sans être marié, pas besoin de divorce. Mais ils se sont toujours voulus de gauche, et le frère d'Yves Montand, le père de Jean-Louis Lévy, lui était vraiment il avait une responsabilité à CGT, membre du Parti communiste, et il était la conscience politique du frère. Montand va changer à la fin de sa vie. Signoret restera toujours cette gauche extrémiste, gauche caviar. Gauche extrémiste, mais il faut quand même dire que ils ont quand même, après avoir été des turiféraires du régime soviétique, quand ils tournent tous les deux dans Z et surtout dans l'aveu, voilà, ils acceptent, ils sont prêts à dénoncer ce qu'ils avaient défendu avec Costa Gavras. Et d'ailleurs, ça avait donné lieu à des brouilles familiales très violentes chez les Lévy, c'est-à-dire chez les Montand. Alors, on remarque aussi votre esprit, déjà, je vous en veux, magnanime et bienveillant, à l'égard quand même de votre idole oscarisée, parce que on peut découvrir ici ou là dans l'ouvrage sa personnalité, mais vous savez aussi que certains sont amenés à jeter un voile pudique sur le temps de l'occupation, peut-être ce manque de résistance, sur son caractère, sa gestion des maîtresses de Montand, sa hargne à l'égard des interprètes qui jouent à ses côtés. Absolument. Plus qu'un monstre sacré, c'est un sacré monstre.
C'était une vraie emmerdeuse. C'était une peau de vache. C'est-à-dire qu'elle était terrible avec toutes. Dès que Montand était entouré de petites comédiennes, surtout sur les tournages, elle allait régenter, elle allait vérifier tout ça. Elle était pas commode. C'est-à-dire qu'elle était sur ses gardes constamment. Et à la fin, elle devenait, disons, tout le monde devenait soupçonnable. Donc elle ne faisait plus de quartier. On voit aussi qu'elle subit des campagnes de la presse et vraiment aussi des campagnes de lynchage médiatique. On se dit que c'est quelque chose qui nous est réservé. En fait, déjà à l'époque, elle fascine, mais aussi la presse s'en prend à elle, notamment au moment de la liaison de Montand avec Marilyn Monroe. C'est d'une violence, c'est-à-dire que tout à coup, elle arrive en Italie, elle laisse Montand et Monroe, en toute bonne conscience, tourner ce film dont le titre anglais est Let's Make Love, alors, si c'était pas prédestiné quand même, et elle est en tournée en Italie, et on lui met sous le nez les photographies du couple aux États-Unis. C'est d'une violence terrible. En quelques minutes, elle devient la femme trompée la plus connue de la planète, elle devient la coquille universelle. Et pour elle, c'est beaucoup moins une peine de cœur qu'une blessure d'orgueil. C'est-à-dire qu'elle lui a toujours dit « Écoute, tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas en entendre parler, ça reste dans la coulisse, ça reste au grenier. » Et là, tout à coup, c'est-à-dire la planète entière est au courant. Et il ne la trompe pas avec n'importe qui, il la trompe avec le sexe symbole universel, la femme que des milliards d'hommes désirent tous les soirs. Donc c'est quelque chose d'une violence infinie. Et Montand prend ça avec une espèce de désinvolture. Comme toujours, il fait un numéro de claquette, il dit oui, il dit non. Quand il parle même de Marilyn après, il lui parle d'elle avec assez peu d'élégance, et elle, quand même, est restée assez digne, Signoret, parce que c'était très violent. La presse ne se gênait pas pour mettre d'un côté les plus belles photos de Marilyn et de l'autre côté des photos de Simone Signoret avec un fichu en train de manger du jambon dans des restaurants italiens, comme ça, penché sur son assiette. C'est terrible, c'est atrocement violent. Atrocement violent, parce que Simone Signoret connaît aussi Marilyn Monroe. Ils se sont rencontrés, ils sont devenus amis. Ils s'entendaient très bien. Et elle a découvert Marilyn Monroe, une femme assez fragile qui la touche. Mais de toute façon, en fait, d'abord, elle avait un a priori positif parce que c'était la femme d'Arthur Miller, qui n'était pas le dernier des crétins, qui était une des grandes consciences de la gauche américaine. Mais le fait qu'un type comme ça épouse cette fille-là, c'est qu'elle devait quand même avoir un intérêt autre que juste une plastique. Et je crois que c'était le cas. Et surtout, elle la rencontre au saut du lit, ébouriffée, pas maquillée, naturelle. Et en fait, c'est une petite chose fragile, une petite américaine un peu paumée, qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, qui effectivement est très jolie, mais surtout qui passe 3 heures à se maquiller tous les jours. Donc tout ça est en fait, elle découvre une femme artificielle et elle voit ce qu'il y a sous l'artifice. Et en fait, ça se découvre une petite sœur, une copine, et avec qui le courant passe très bien parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire ni pour l'une ni pour l'autre. Il y a une vraie admiration et une affection réciproque. Et elle fait preuve toujours... Oui, je vais aller dans votre sens. Oui. D'un grand courage, finalement, et d'une détermination un peu hors norme. Parce qu'elle va dépasser tout cela, elle va être capable de dépasser cela. D'autres auraient pu s'effondrer, elle va continuer et même se battre. Elle va se battre, mais en fait, c'est un peu le portrait de Dorian Gray, Signoret et Montand. C'est-à-dire, d'un côté, il y a Montand qui est de plus en plus beau, de plus en plus mûr, et elle, chaque perversité ou chaque coup bas de Montand, c'est une nouvelle ride sur le visage de Simone Signoret. Et en fait, c'est ce vieillissement précoce qui va valoir aussi à Simone Signoret ses plus beaux rôles. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait, à partir d'un certain moment, 20 ans de plus que son âge. Et donc, elle accepte des rôles que les comédiens de sa génération n'acceptent pas. Et ça va être en fait, sur les décombres de cette passion et sur l'humiliation de cette histoire terrible, va naître une comédienne qui va éclore et se voir offrir les plus beaux rôles de sa carrière. Signoret, elle reste unique. Alors bien évidemment, quand on dit Signoret pour notre génération, la mienne, pardon, oui. Pas la vôtre, la mienne, c'est Casque d'Or, c'est Manège, peut-être pour la vôtre, c'est Le Chat. Je les ai tous vus et de toute façon... Vous les avez tous vus. Qu'est-ce qu'on doit conserver ? On disait la semaine dernière, Claudia Cardinal a disparu. Il y a 5 films qu'on a tout de suite, bien évidemment, eu en tête où elle était prodigieuse. Et là, pour Signoret... Signoret, c'est une actrice, pour le coup, plus, je pense, intéressante que Claudia Cardinal, par exemple, mais qui n'a pas tourné forcément avec des très, très grands cinéastes, ce qui est plus le cas de Cardinal ou ce qui était le cas
d'Arletty, mais déjà Manège, qui est un film remarquable, Casque d'Or, qui lui est vraiment un chef-d'œuvre, Les Diaboliques, c'est quand même très 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 amusant, c'est pas le meilleur Clouseau, et Les Chemins de la Haute-Ville, qui lui a valu son Oscar, qui est un très très joli film. Et sinon, les films de la fin, moi j'aime beaucoup Le Chat, d'abord parce que c'est un roman de film non admirable, la réalisation est parfaite, La Veuve Coudert c'est très bien, La vie devant soi, malgré tout, elle est extraordinaire, c'est pas un très grand film, et puis cette série qu'elle a fait pour la télévision qui s'appelait Madame le Juge, qui est vraiment très 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 bien, avec en fait un épisode était réalisé par Chabrol, un autre épisode par Garnier de Fer. Enfin, c'est une très 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 jolie série de l'époque. Je vais pas tous vous les citer, mais ne serait-ce que ça déjà c'est pas mal. De la lumière à l'ombre, les errements politiques, les comportements humains. Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui, 40 ans après sa mort, qu'est-ce qu'on doit retenir de Simone Signoret? Complexe comme question. Je vous l'ai dit, d'abord des films, un jusqu'au boutisme, une ténacité. C'est-à-dire, elle tapait du poing sur la table. Moi, c'est une emmerdeuse, mais j'aime bien les emmerdeurs. Même si je ne suis pas d'accord avec elle, au moins elle affirmait les choses, elle les disait, elle n'était pas dans la demi-mesure. Et on vit dans une époque de telle grisaille et de telle froideur maintenant, au moins, quand elle disait quelque chose, elle l'assénait. Et rien que ça mérite le respect qu'on peut avoir pour un adversaire quand il sait se battre. Rien que pour ça, c'était une battante. Et j'ai regardé toutes les interviews qu'elle a faites. J'ai été voir elle est passée chez Pivot, elle est passée à 7 sur 7. Et en fait, elle terrorisait tout le monde, et c'était assez bien, c'est que ils sont tous, Anne Sinclair, Philippe Labro, dans leurs petits souliers Pivot, parce que c'est Signoret et qu'elle est redoutable. C'est une espèce de lionne, c'est une tigresse, elle fait peur, mais voilà, ça reste très impressionnant, parce que il n'y a plus ce genre de personnage, ce genre de caractère, de tempérament aujourd'hui, où on n'ose plus rien dire. Elle y allait franco. Et rien que pour ça, ça mérite le respect et la mémoire. La prochaine emmerdeuse, c'est? Je sais pas, justement, il faut que je cherche. Comme je disais, après, il y en a eu beaucoup moins, c'est-à-dire des femmes qui ont autant marqué leur époque, avec autant d'énergie, d'originalité, parce que non, et puis je vais pas faire une femme politique, ça m'amuse pas. C'était une artiste, malgré tout, c'était une artiste. C'était une icône, et puis il y a eu cette trajectoire incroyable, et ce couple qui reste quand même dans les mémoires. Et si on se souvient si bien de Signoret aussi maintenant, c'est à cause de Montand, malgré tout, qui est beaucoup plus proche dans l'esprit des gens qu'elle ne l'est. Merci beaucoup d'avoir défendu Simone Signoret, c'était pas gagné ici. Merci à beaucoup. vous, Nicolas Destienne-d'Or. C'est chez Calman Levy. Je vous invite à lire cet ouvrage, je l'ai fait, et sans peut-être changer d'avis sur le fond, eh bien on s'amuse énormément sur la forme à découvrir effectivement ce que je reconnais, une battante, une lionne, une femme de conviction après tout. Absolument, il en faut. Il en faut. Merci à vous. À bientôt.